Le top départ pour cette présentation, pour cette table ronde, je tiens tout d'abord à remercier tout le monde, toutes et tous, et notamment aussi nos invités qui non seulement ont accepté de participer à notre table ronde, mais qui ont démontré dès le début un enthousiasme par rapport au sujet. Et du coup, ils vont partager avec nous leur retour d'expérience et par rapport au sujet. Donc, notre table ronde d'aujourd'hui s'intitule Le PCB et l'architecte. Comme le nom l'indique, on va aborder le sujet du PC en BIM, mais vis-à-vis de l'architecte principalement. Et donc, avant d'attaquer le sujet, je vais laisser la main à nos invités pour se présenter succinctement et après, on va contextualiser un peu notre table ronde. Pour rappel, notre table ronde est enregistrée aujourd'hui, donc que l'information soit partagée. Pareil, vous avez remarqué qu'il n'y a que les caméras et les micros des invités qui sont activés et au besoin, du coup, vous pouvez lever la main pour interagir ou écrire dans le chat. Comme ça, à la fin, on aura une partie questions-réponses et on essaiera en tout cas apporter des réponses à vos questions ou interagir au besoin, bien sûr, parce que vous pouvez aussi ramener vos idées et sur la table. Donc, je laisse la main. On commence par Pascal pour se présenter. Oui, bonjour, ouais, on va dire bonjour parce que ça va encore 18 heures. Alors déjà, mon nom, il y a une faute d'orthographe sur mon nom sur la slide, c'est pas un problème. Donc, il n'a pas été corrigé, mais c'est pas un problème. Pascal Camliti, je suis architecte, formateur Revit BIM depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà, je pratique Revit et le BIM depuis donc 2011. J'ai commencé en 2010-2011. Donc, ça fait même un peu plus de 10 ans maintenant que je suis dans le BIM. Voilà, et j'exerce en tant qu'architecte libéral. Très bien. Merci Pascal. Donc, Olivier. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Olivier Sénic, architecte, bien sûr. Je suis l'un des 3 associés de l'agence parisienne Z Studio, qui est une agence de 8-10 personnes. Outre l'agence, j'enseigne en école d'architecture. J'avais commencé à enseigner sur les outils numériques et aujourd'hui essentiellement sur le lien avec le monde professionnel en HMO et apprentissage. Je dirige aussi depuis sa création en 2014 le master spécialisé BIM de l'École nationale des ponts et chaussées associée à l'ESTP, où on parle régulièrement de ce type de sujet. On y fait intervenir certains acteurs. Et je suis aussi élu au Conseil national de l'Ordre des architectes, où j'interviens dans les groupes de travail sur le numérique. Nous avions hier soir une table ronde sur l'IA. Et bien sûr, on parle régulièrement du PC et de ce qu'est ou pourrait être le PC en BIM. Très bien. Je pense qu'il y a plusieurs angles de vue là qui peuvent ramener aussi des idées. Et peut-être pour compléter, en fait, en rebondissant sur ce que disait Pascal, jusqu'à il y a 15 ans, nous, on a arrêté il y a 15 ans d'être formateur et revendeur sur Archicad. Comme ça, on peut parler des 2 outils majeurs qu'utilisent les confrères. Sébastien, je te laisse la main. Bonjour à tous, donc Sébastien Loevo, architecte associé de l'agence Cube Architecture. Alors moi, je ne pratique pas le BIM, mais je suis de ceux qui l'ont insufflé au sein de ces agences. Donc, je travaille sur le BIM depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, et ça fait quelques années qu'on collabore notamment avec Rami au sein de l'agence. L'agence, nous, est basée à Nantes, enfin, à proximité de Nantes. On compte aujourd'hui 37 collaborateurs répartis sur 2 structures, et on a un fort développement autour du BIM, avec notamment donc, l'intégration d'abord de l'outil Revit, mais également des ambitions qui poussent aujourd'hui vers la gestion de l'économie. C'est un gros sujet de développement chez nous. Alors, c'est pas parce que je ne le pratique pas que je ne m'y intéresse pas, d'où ma présence ici. Mais voilà, je suis assez curieux du sujet, et quand Rami m'a évoqué à plusieurs reprises tout ce que pouvaient nous offrir les futurs développements, notamment sur le volet des permis, que j'ai l'occasion de gérer au quotidien sur des sujets qui peuvent être plus ou moins difficiles. Voilà, j'ai trouvé le sujet vraiment intéressant et très content d'être parmi vous. Vous pouvez participer. Très bien, merci Sébastien. Donc, vous avez bien compris l'esprit de la table ronde d'aujourd'hui. Hein. L'idée, c'est pas de parler expertise en lien au BIM. Hein. L'objectif principal, c'est vraiment de vulgariser, de démocratiser le sujet et de parler en toute liberté du sujet qui peut parfois faire peur parce qu'il y a le mot BIM derrière.
c'est pas le but. En fait, aujourd'hui, on est dans un contexte vraiment qui bouge, où il y a le numérique. Vous avez parlé aussi de l'intelligence artificielle. Ça se transforme, ça se digitalise. On estime aujourd'hui au sein de Mimarchi que l'architecte ne peut pas rester aujourd'hui passif ou subir ces mouvements-là et il doit prendre position. Ça ne veut pas dire qu'il doit y aller tête baissée, mais on doit remettre ces débats autour de la table et tout le monde a un avis là-dessus, que ce soit des gens qui connaissent le sujet ou le BIM ou pas. Donc, c'est le but aujourd'hui. Donc, on va parler de en toute liberté de ce sujet-là et on va aborder les sujets. Et d'ailleurs, j'en profite pour présenter le plan aujourd'hui. Donc, on va profiter à peu près pendant 60 minutes du sujet. Donc, je vais essayer d'introduire un peu, de contextualiser, mais je vais laisser principalement la parole à nos invités pour nous parler de la situation actuelle pour le dépôt des permis de construire, pour se poser la question aussi si nous sommes prêts aujourd'hui à parler vraiment de dépôt de PC en BIM et pour aborder aussi le sujet des enjeux pour l'architecte. Est-ce qu'aujourd'hui, le PC en BIM, est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est une opportunité à saisir, etc. Et tout ça, on va en parler avec nos invités. À la fin, bien sûr, l'objectif, c'est pas de lâcher des discours en l'air. L'idée, c'est vraiment d'interagir après ensemble et à ce que chacun aussi ramène ses idées. On va caler à peu près 30 minutes de questions-réponses où chacun peut interagir aussi. Pour contextualiser, je disais, en fait, il y a un contexte déjà temporel parce que hier, en fait, on déposait forcément les PC en mode papier. Aujourd'hui, et vous connaissez, je suppose tous, la loi Elan qui permet aujourd'hui aux architectes de déposer en mode dématérialisé les permis de construire. C'est ce qu'on appelle, pardon, c'est ce qu'on appelle donc les démat ADS ou la dématérialisation de l'application du droit des sols ou ce qu'on appelle tout couramment les permis de construire dématérialisés. Donc aujourd'hui, et j'en profite aussi pour faire la différence, pour nuancer un peu entre le PC numérique et le PC en BIM, parce que le PC numérique aujourd'hui, c'est le dépôt de permis de construire en format numérique, donc, plus couramment en PDF, sur des plateformes qui sont mises à disposition. Le PC BIM, quant à lui, c'est pas forcément ce dépôt PDF, c'est plutôt un usage total ou partiel de la maquette numérique pour déposer un permis numérique. Donc la maquette numérique aujourd'hui, c'est un support, c'est une base de données à la fois géométrique, mais aussi qui contient de la donnée. Donc c'est des données alphanumériques qu'on peut amender et qui vient changer un peu le paradigme parce qu'on n'a plus besoin des pièces traditionnelles, PC 1, 2, 3, etc., ou des CERFA. En fait, l'information, elle est intégrée dans la maquette. Et en fait, aujourd'hui, l'idée sera d'aborder cette possibilité de substituer le PC numérique actuel par un PC BIM demain, pourquoi pas, et ce sera l'objectif du débat. Donc, je commencerai par la première question. Dans ce contexte, donc la première partie qui concerne principalement la situation actuelle, mais on va en parler un peu au-delà du BIM. Donc aujourd'hui, si je pose la question de comment cela se passe-t-il pour vous aujourd'hui lors de l'établissement et du dépôt d'un permis de construire, que ce soit un PC papier, PC numérique, et je vais appeler principalement Sébastien et Pascal par rapport à cette question. Je te laisse la parole, Sébastien. Ouais, je veux bien démarrer. Donc aujourd'hui, nous à l'agence, sur des pratiques un peu quotidiennes, on a l'occasion de déposer des permis de construire sur des opérations qui peuvent être très très hétéroclites. Donc ça va de petits sujets sans trop de complications à des bâtiments qui intègrent de l'ICPE, qui intègrent des autorisations environnementales, qui intègrent différentes instructions qui peuvent être connexes ou complètement dépendantes donc type de sujet. Comment on procède de manière assez classique, on établit nos pièces, on est aujourd'hui assez rodé à l'exercice du dépôt sur la plateforme numérique, on a mis quelques temps à s'adapter aux différentes plateformes et à s'adapter également à la manière de nomenclaturer nos pièces pour que ce soit le plus
plus efficace possible. Ça a changé un peu nos manières de procéder, mais globalement, ça se passe plutôt bien. On a encore quelques cas où on fait du dépôt papier. Ça peut être le cas sur des sujets un peu plus spécifiques. On se rend compte aussi des fois que sur des opérations un peu d'envergure, dans des actes ou dans des secteurs qui sont on aurait pu supposer assez développés, finalement, on revient beaucoup au papier parce qu'il y a un archi-urbaniste de la ZAC, parce qu'il y a un aménageur, etc. Donc, on nous demande en plus du dépôt numérique de générer un certain nombre de pièces papier. Globalement, ça se passe plutôt de manière assez classique. Sur les sujets qui peuvent être un petit peu plus compliqués ou quand on a des pièces un petit peu différentes, on peut également se retrouver sur des situations un petit peu hybrides qui mêlent à la fois cheminement classique du PC et puis complément qu'on fait en version papier. Je pense à des autorisations gouvernementales de l'Adréal qui peuvent arriver en cours, qui là nécessitent des envois recommandés. Alors, ça peut être des recommandés numériques, mais on a aussi des municipalités, des communes, des agglos qui nous demandent des fois d'avoir quand même des supports papier pour leur répondre. Voilà. On voit un petit peu tout. Très bien. Donc c'est là aussi intéressant ce que tu dis, Sébastien, parce que là, ça reste quand même une transition vers une nouvelle façon de faire. Et évidemment, les débuts parfois sont un peu délicats parce qu'on a eu des remarques parfois comme quoi le plan n'est pas visible parce que ça a été imprimé après scanné et ça perd tout le sens. Tout ça, c'est des retours d'expérience et des leçons qui peuvent aussi alimenter le débat pour un prochain PC en BIM, pourquoi pas. C'est bon, ça, le plan de masse imprimé en A3 alors qu'il est en A0, qu'il faut renvoyer en papier. Exactement. Pour qu'il soit dit. Je ne sais pas si quelqu'un veut amender. Oui, moi je voulais compléter ce que disait Sébastien. Effectivement, à une moindre échelle, en tant que libéral, on va dire, dans le Tarn, donc à côté de Toulouse et en petite agence, effectivement, la dématérialisation a fait gagner du temps et a fait faire, entre guillemets, quelques économies au niveau structurel, pour ma part, ce qui a permis vraiment de trouver, entre guillemets, un équilibre dans la transcription des documents et comme le dit clairement Sébastien, et comme tu l'as rappelé Rami, au niveau de la lecture des documents, la numérisation et la fourniture de fichiers numériques a pas mal aidé. On en parlera par la deuxième question, mais il y a encore quelques écueils par rapport à la logique et l'usage, qui parfois les personnes qu'on a en face ne sont pas tout à fait, on va dire compétentes pour pouvoir interpréter ce que l'on fournit, malgré le fait que ce soit au plus clair pour nous, mais en tant que professionnels. L'avantage, je trouve quand même le gros avantage, c'est qu'on a quand même on va dire, un gain de temps et une simplification pour nous qui, en tant que professionnels, quand on crée un compte professionnel sur les plateformes numériques, va nous permettre d'avoir le suivi de l'instruction. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point très, très positif par rapport à ce qu'on avait antérieurement, où dans certaines petites communes qui n'ont pas l'obligation d'avoir du PC numérique, euh, le fait d'avoir le suivi, on sait quand il y a une demande de pièces complémentaires, quand on a une évolution dans l'instruction, et ce qui fait qu'on est alerté de suite. Alors qu'avant, il fallait attendre que le client pense à nous envoyer le document, si ça ne se perdait pas par courrier ou autre. Et je trouve que ça, c'est quand même vraiment un grand point positif pour nous. Ok, très bien. Donc, je profite dans ce cas, puisque tu t'es lancé un peu. Est-ce que tu estimes aujourd'hui que tout fonctionne bien ou est-ce que tu estimes qu'il y a quand même des difficultés majeures ou mineures que vous rencontrez aujourd'hui lors de l'établissement ou du dépôt d'un PC aujourd'hui? Bah, les difficultés qu'on rencontre principalement, ça va être la lecture des documents. Alors, la première difficulté, c'est la multiplicité des plateformes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas un cadre commun. Et là, par contre, c'est un peu pénible parce qu'il y en a qui veulent, on peut mettre plusieurs fichiers, et il y en a certaines, on peut mettre un seul fichier, donc on est obligé d'adapter nos documents. Et parfois, quand le fichier a le même nom, bah, du coup, c'est refusé, donc il faut renommer les fichiers. Donc, des fois, c'est un peu inopportun
parce que voilà, principalement sur la PC 6, 7, 8, voilà, c'est souvent, on fait tout dans une même vue, surtout quand on a sur des petits objets, des petits projets comme nous, enfin, je les pratique sur des éléments. Après, non, je veux dire, dans la majorité des cas, ça va, mais il faut des fois s'adapter. Et moi, ce qui me gêne, les difficultés que je rencontre principalement, pas sur l'établissement ou le dépôt, c'est vraiment sur l'instruction, quoi. C'est-à-dire que le personnel derrière, même ils savent maintenant télécharger les fichiers, parfois n'arrivent pas à lire correctement, ou je ne sais pas comment ils sont formés derrière, mais pour moi, c'est la pire des choses, parce que le dernier exemple que j'ai eu, c'est une personne qui a pas compris que sur le plan de match, j'avais mis différentes couleurs de toiture parce qu'il y avait des ombres. Et elle me demandait la justification des différentes teintes de couleurs sur la toiture, en pièces complémentaires en plus. Je veux dire, et le client vous tombe à bras raccourcis en disant, mais qu'est-ce que vous nous avez fait? Là, pour moi, c'est encore enfin, c'est une problématique autre que la numérisation du document, mais ça participe à la continuité. Ok, très bien. En tout cas, ça sent le vécu et je pense que ce vécu est largement partagé. Très bien. Oui, c'est exactement ça, la multiplicité des plateformes, en fait, et les volumes aussi des pièces qui sont parfois acceptées, parfois non. Moi, la difficulté que j'ai vue aussi arriver et qui est encore assez présente, c'est la confusion autour de la signature du permis, parce qu'on a notamment parmi nos maîtrises d'ouvrage institutionnels, euh, communes, etc., des gens qui étaient avant habitués à des séances un petit peu officielles de signature des documents de permis de construire, qui aujourd'hui ne le font plus et sont un peu perdus dans le sens où ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas besoin de signer l'intégralité des pièces. Alors on leur réexplique que via donc, nos obligations liées à l'ordre et via la délivrance en fait d'une forme de certificat d'authenticité pour les architectes du dépôt du PC, tout est OK, mais ça revient encore. Et j'ai vu du coup un peu quelques dérives là récemment. On se retrouve à imprimer des dossiers pour les faire signer par le maître d'ouvrage qui souhaitait absolument signer toutes les pièces avant de les renumériser pour les mettre sur la plateforme. Ça, c'est du récent. Je crois qu'on a même pas parlé avec Ramon. On a eu le sujet la semaine dernière et on voit notamment chez les bailleurs, là, des solutions qui se mettent en place de plus en plus sur de la diffusion en pré-instruction qui revient avec de la signature DocuSign avant de repartir en dépôt de pièces. Donc là, il y a des habitués du numérique qui commencent à prendre le pas là-dessus, mais ça peut être une difficulté. Ouais. On est tout à fait d'accord, effectivement. Serait-ce que même moi, je travaille, on va dire quasiment à 98% pour du privé, et on a un peu la même on va dire démarche logique. C'est-à-dire que, entre guillemets, d'un point de vue juridique, le fait pour nous d'avoir fait à valider un client le document, même si c'est un écrit numérique, le fait d'avoir à poser une signature, entre guillemets, acte un peu plus les choses. Et donc, c'est vrai qu'il y a encore un petit. Peut-être qu'avec l'évolution et la maturité aussi des maîtres d'ouvrage qui commencent à rentrer de plus en plus dans le numérique et à comprendre qu'on a ce côté-là, le DocuSign ou d'autres systèmes qui permettent de signer, d'apposer la signature, de valider les documents, ça avance, mais encore, on en est encore assez loin. Enfin, pour le privé, en tout cas, c'est un peu surprenant. Voilà. On commence à voir les personnes qui ont un certain âge, on va dire entre 50 et 70 ans, c'est pas du tout dans leur mœurs, alors que lorsqu'on est sur des personnes qui sont, on va dire, sur la trentaine, qui s'engagent sur des projets, là, ils sont plus enclins à faire de la signature numérique. Mais peut-être malgré tout que ça, c'est une forme d'entraînement pour les uns et les autres, que ce soit les instructeurs, les maîtres d'ouvrage ou même certains confrères, de se dire, on envoie un PDF, on regarde un PDF sur un écran et on n'est pas avec des CUTS. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut nous donner espoir sur le fait que tôt ou tard, on pourra leur donner des maquettes et que le plus dur, c'est peut-être de passer du réel papier à l'écran, et qu'ensuite passer du PDF à l'écran à un IFC à l'écran, ça sera moins dur. Donc, si on prend le côté optimiste, sans nier tous les problèmes que vous évoquez et qu'on rencontre bien sûr les uns et les autres. Effectivement, tu as bien raison, Olivier, parce que tout ça, c'est des transitions et vaut mieux réduire un peu les gaps entre les phases transitionnelles que de passer vraiment directement à des paradigmes beaucoup plus différents. Et là,
là, on risque vraiment des ruptures un peu grandes. Puis il y a peut-être aussi autre chose, parce que moi, Rami, je vois, si on dit la situation actuelle, là, on évoque le fait de donner nos dossiers à l'instruction. Il faut peut-être dire, je ne sais pas quelle proportion nous sommes parmi les architectes, mais je pense beaucoup, à dire que même si c'est sur des feuilles de papier, nos dossiers sortent de maquettes numériques. Ils ne sont pas dessinés à la main, trait par trait. Et ça fait quand même un moment, on pourra y revenir plus tard. J'ai souvent dit que ce qui est le plus facile à faire en maquette numérique, c'est un dossier de PC au centième. C'est même un bon exercice pour commencer. Donc, c'est déjà le cas chez beaucoup d'archis, même si on imprime des feuilles de papier ou qu'on met tout ça dans un PDF. Donc, là aussi, nous sommes prêts ensuite à dire, non seulement on extrait les différentes vues qui sont demandées, mais on pourrait donner notre maquette quasiment telle que si elle est bien faite. Ça existe déjà aussi. Effectivement, tu as tout à fait raison et c'est ce qu'on va aborder sur les parties qui viennent. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez évoqué des problématiques vraiment du quotidien, mais il faut imaginer aussi un parallèle demain, si on a la maquette numérique, comment on peut gérer ces sujets-là, le côté opposable, par exemple, comment on peut signer, opposer une maquette, etc. Et ça reste les mêmes sujets, bien sûr. Donc, Olivier, tu as bien marqué aussi la transition. Donc, j'en profite pour aborder la deuxième partie de notre table ronde. Donc, aujourd'hui, bien sûr, il y a une situation actuelle où on a commencé à s'habituer à ce format numérique au-delà de la maquette. Donc, est-ce que vous estimez aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à établir des PCB? Quels sont les enjeux technologiques et techniques? Et là, j'en profite aussi pour poser la question à Olivier, notamment, qui a participé à une expérimentation pour nous partager son retour d'expérience sur l'expérimentation du PCBIM, effectivement, qui a eu lieu, parce que aujourd'hui, on n'a que 2 cas possibles de dépôt. Donc, il y avait les PC classiques et le PC numérique aujourd'hui, mais il y a eu une expérimentation assez intéressante que Olivier pourrait nous partager et nous en dire plus, notamment comment êtes-vous arrivé à cette expérimentation, dans quel cadre et ce qui vous a conduit par rapport à cette démarche. Et s'il y a bien sûr des enseignements qui ont été retenus à partager. Alors, si j'ai bonne mémoire, cette expérimentation dont tu parles, Rami, c'est celle lancée par le plan BIM en 2022, je crois bien. Je me mélange peut-être à 1 ou 2 années près. C'est déjà un peu ancien. Il y a une petite suite qui est en train de se passer, semble-t-il, dont on verra le jour bientôt. Moi, j'ai été en position d'être assistant maître d'ouvrage pour le plan BIM, donc de ne pas être participé en tant qu'acteur, mais de superviser ou plutôt d'accompagner les 8 équipes qui avaient été choisies. Il y avait eu une quinzaine de dossiers suite à un appel d'offres. 8 équipes avaient été choisies qui demandaient d'avoir au sein de l'équipe des architectes déjà pratiquant la maquette, si ce n'est le BIM, des BIMeurs pour les accompagner s'il le fallait, des maîtres d'ouvrage engagés, même s'ils n'étaient pas forcément BIMeurs, mais que la démarche intéressait en tout cas. Et on a pu suivre pendant près d'1 année 8 équipes. Et pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, l'une des questions, c'est de savoir, est-ce qu'on est prêt? À quoi sommes-nous prêts? Est-ce qu'être prêt à faire du PC BIM, ça veut dire savoir faire une maquette qui répond à un cahier des charges, construite d'une certaine façon, intégrant des données qui seront ensuite analysées automatiquement? Ou est-ce que d'une façon plus modeste, c'est un peu ce que j'exposais tout à l'heure, est-ce que nous travaillons déjà en maquette et sommes prêts à donner cette maquette pour qu'un instructeur puisse la regarder? Et sur les 8 expérimentations que nous avons suivies, qui étaient sur des contextes très différents, en métropole ou outre-mer, sur des projets d'aménagement, des projets de bâtiments avec 1 ou 2 archis, sur des projets liés au littoral, les cas de figure revenaient la plupart du temps à dire l'architecte, en expliquant comment on peut l'utiliser, fournit sa maquette au service instructeur qui va la regarder à travers une plateforme ou à travers un viewer sur son PC et qui ne va pas faire beaucoup plus que la regarder, comprendre le projet, prendre quelques mesures. Donc, il n'y a pas d'automatisme. Il n'y a pas, comme on le voit dans certains pays proches de nous, à Genève ou dans d'autres pays européens ou ailleurs, un gros outil qui a été développé, qui a intégré tout ou partie des règles d'urbanisme et qui est un super checker qui analyserait les maquettes et dirait c'est conforme oui ou non. Ça, ce n'était pas du tout l'approche qu'il y a eu ici. C'était plutôt de façon beaucoup plus modeste, et je trouve ça très bien, dire on va permettre au service instructeur de mieux comprendre le projet qui est livré de toute façon
puisque la réglementation n'a pas changé, avec les CERFA, avec les dossiers PC1, PC2, PC4, etc. La maquette vient en plus pour voir si ça pourrait suffire et si ça peut aider à mieux comprendre le projet. Et on a vu déjà que travailler à partir d'une maquette qu'on regarde sur un viewer, c'était déjà pas évident pour tout le monde, et qu'une fois qu'ils y arrivaient, c'était déjà très très efficace. Et qu'il n'y a pas forcément besoin de chercher à faire beaucoup plus à court terme, que c'était déjà un réel gain, disaient les instructeurs, de mieux comprendre le projet dans sa volumétrie, dans son environnement, peut-être dès lors que les projets étaient un peu complexes, et en disant, bah oui, quand on a un dossier avec des plans du couple des façades et une perce pour faire joli, on ne comprend pas toujours bien les projets, donc on est amené à poser des questions complémentaires et à allonger les délais. Donc moi, le Très fruit bien. principal que je retire de cette expérimentation, et c'est un mot qu'on est beaucoup à utiliser aujourd'hui, 10 ans et quelques après le vrai début du BIM en France, et puis on voit bien que ça n'a pas beaucoup pris, c'est revenons à des choses pragmatiques, simples, utiles, surtout pas la guerre des étoiles et encore moins des usines à gaz. Et sur le PC, voilà, c'était un moyen terme qui était assez satisfaisant, en tout cas pour commencer, et qui est à la portée de quasiment tout le monde surtout. OK. Donc, le message est clair. Pour utiliser quelques mots en lien avec le BIM, on parle de cas d'usage BIM. À un moment donné, il faut éviter aussi de partir trop loin, si je comprends bien, Olivier, et cibler des cas d'usage utiles à forte valeur ajoutée et laisser de côté parfois peut-être des cas d'usage assez complexes, que ce soit pour l'instructeur ou pour l'usager, et mettre l'énergie là où il faut, là où ça génère de la valeur. Exactement, tu vois, dans ce qui était proposé par certaines des équipes, c'était soit simplement d'apprendre à regarder une maquette sur un viewer, c'est un peu le b.a.-ba, et que tout le monde, avec un peu de bonne volonté, sait faire. Dans d'autres cas, en allant un peu plus loin, c'était d'avoir préparé des vues toutes prêtes pour dire je veux voir les logements, je fais un clic et j'ai un automatisme qui me montre les différents logements ou qui me montre les places de parking, qui permet à un instructeur de vérifier qu'il y a bien le bon nombre de places par rapport au nombre de logements, par exemple. Mais ça n'allait pas plus loin que, au mieux, préparer quelques façons automatisées de regarder la maquette et d'extraire quelques informations vraiment pas très compliquées. Je pense que c'est aussi un peu rebondir. Ouais, je voulais rebondir pour aussi aller dans le sens de ce que disait Olivier. On voit concrètement de plus en plus sur les demandes de pièces complémentaires quand il y a des insertions de dossier ou même sur le dossier de base qui est déposé, on livre en plus de l'insertion pour faire joli, une série de vues maquettes qui sont moins travaillées d'un point de vue esthétique, mais qui permettent d'avoir plusieurs points de vue. Alors, c'est des vues figées aujourd'hui, qui sont sur un format libre, généralement, qu'on intègre dans les notices paysagères pour décrire le projet. Et c'est vrai que ça simplifie des fois beaucoup les choses quand on a des projets un petit peu imbriqués ou autres. Même si le détail ou le rendu esthétique n'est pas forcément hyper travaillé, alors moi, je pense que ça simplifie pour la personne qui est de l'autre côté la compréhension du projet et son instruction. Donc ça se fait déjà un petit peu, mais effectivement de manière très modeste, mais je pense que ça c'est très utile. Complètement. Et ça rejoint ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, dans le sens où aujourd'hui, il y a plusieurs confrères qui travaillent déjà en maquette numérique et on vient réduire en fait, cette richesse d'informations qui permet un niveau de compréhension assez élevé via un plan 2D figé, par exemple. Très bien. C'est déjà ce qu'avait fait un peu le précurseur François Pellegrin, qui en 2016, et on avait beaucoup parlé à l'époque, avait produit le premier PC BIM. Est-ce que ça l'était ou pas, ça c'est un autre débat, mais en tout cas qui avait présenté aux instructeurs son permis de construire pour une série de logements pour Emmaüs, un Bussy-Saint-Georges en région parisienne, en non seulement montrant son projet à l'aide d'une maquette, en donnant la maquette dans les mains des instructeurs, en illustrant le respect des règles par différentes vues que lui-même avait produites sur la maquette, et puis en leur donnant la possibilité, ayant la maquette en main, de vérifier qu'ils n'avaient pas triché. Et on en parlait récemment avec lui, c'était en 2016, il y a presque 10 ans, et puis il n'y a pas eu d'autres PC BIM depuis, ni chez lui, ni ailleurs. OK. J'en profite pour rappeler que le rapport de l'expérimentation est disponible sur Internet. Il suffit de télécharger, de consulter. Et il y a les conclusions, il y a le déroulement, il y a tous les acteurs qui ont participé à cette expérimentation. Ça vaut ce que ça vaut. En fait, c'est à encourager quand même. Il y a eu une expérimentation avec des retours d'expérience, donc profitez-en. J'en profite pour avancer du coup, et je poserai la question à Pascal principalement. À votre avis, comment pourrait être utilisée une maquette numérique pour établir un PC aujourd'hui, si on peut imaginer ou proposer un schéma ou un modèle? Pour moi, la maquette numérique, alors en tant que telle, pour le dépôt du permis, peut être intéressante.
comme le dit Olivier, ça permet vraiment de voir une orientation, de pouvoir présenter les choses. Après, ce qu'il va falloir, c'est quand même avoir une rigueur qui est importante, encore plus dans le cadre du contrôle, parce qu'on sait très bien, les uns les autres, quand on réalise un dossier de permis, que si la coupe à cet endroit-là ne nous met pas, on va dire, le couteau sous la gorge par rapport à une hauteur réglementaire qui pourrait être contraignante, on va plutôt la mettre 5 cm en décalé par rapport au point de topo qui nous intéresse de mettre en avant. On va être franc, hein, je veux dire, effectivement, on joue un peu avec les éléments. C'est moi ce qui me va dire m'interroge sur la fourniture d'une maquette, qu'elle soit format IFC entre guillemets bridé ou un élément autre. L'orientation, ce que dit Olivier dans l'expérimentation, c'est l'orientation d'éléments de coupe, etc., va pouvoir être intéressante aussi, de manière à présenter des vues et entre guillemets orienter, même si on n'a pas figé sur un document 2D, ça va quand même orienter le regard et l'instruction. Euh, Après, c'est comme toujours, c'est du déclaratif. Donc, c'est-à-dire que c'est le maître d'ouvrage par notre intermédiaire qui va s'engager sur le respect par rapport aux contraintes. Et après, on sait très bien que même sur le terrain, des fois, on a des variations. Donc, que ce soit quelques centimètres à droite, à gauche. Bon, je pense que ça peut aller dans le bon sens. Je reste quand même dubitatif sur l'instruction et sur la lecture et l'usage. On voit très bien que dans certaines communes, quand on arrive sur des périodes dans des zones tendues où il y a beaucoup d'instructions, c'est pas le cas en ce moment, mais quand on a eu des années fastes où on avait beaucoup de demandes, les instructeurs avaient tendance à demander des pièces complémentaires pour faire jouer les délais. Euh, est-ce que le fait de déposer une maquette, ils vont pas avoir à pinailler sur une petite couvertine qui déborde un peu trop parce que lorsque le modeler ou l'architecte n'a pas fait gaffe en cliquant là un peu décalé, voilà, il va falloir après voir quels sont les ajustements. C'est comme pour la RE, hein, quand la RE a été mise en place, voilà, il y a toutes les interprétations, les relectures et les recalages qu'il va falloir faire. Donc pour Oui. moi, utiliser la maquette pour établir un PC, c'est parfait. On joue sur les 3 niveaux de détail. Enfin, je ne sais pas si je me souviens plus sur Archicad, si on a des niveaux de détail comme sur Revit pour gérer l'aspect graphique et de finalisation. Donc, à voir. Mais moi, je pense que ça remettra l'architecte, entre guillemets, en espérant que ça remette un peu l'architecte sur l'avant de la scène, en disant, voilà, c'est quand même des pros de ça et c'est quand même un investissement. N'importe qui ne peut pas faire un investissement sur des logiciels de gestion de maquettes numériques et bim, quoi. Totalement, et tu pointes du doigt vraiment certaines problématiques et j'invite tout le monde à les mémoriser parce que cette notion d'exhaustivité aussi, ça fait partie aussi des sujets majeurs, mais qu'on abordera un peu plus en détail sur la troisième partie où on va aborder plus les enjeux du PCB pour les architectes. Mais là, si on essaie de simplifier pour tout le monde, donc aujourd'hui, moi, je ne connais pas le BIM, comment j'ai initié peut-être la maquette numérique au sein de mon agence, comment on peut imaginer un dépôt, comment on peut simplifier ou vulgariser ce fameux dépôt de PC en BIM au niveau du service instructeur, que ce soit Pascal ou Olivier. Après, enfin, moi, je pense que c'est sur du process, hein, c'est-à-dire que le fichier, on en parlera après, mais je pense que par rapport au fichier natif, au format de fichier qu'on va fournir, je pense que là aussi, il va falloir qu'il y ait un protocole, qu'on ait entre guillemets une feuille de route qui nous soit entre guillemets pas imposée, mais avec un format de fichier qui soit une lecture, parce qu'autrement, on va se retrouver avec voilà, comme le dit Jacques, effectivement, on risque d'avoir des éléments, des formats, des éléments complémentaires, des types de fichiers. On va avoir des différentes plateformes et là, ça va devenir la zone, quoi. Enfin, ça va être la cacophonie. Et il faudrait que notre gouvernement dise, OK, voilà, ça va être un IFC de telle nature pour que dans l'appel d'offres des plateformes soient organisées et qu'on ait une lecture identique et que les personnels soient formés pour lire cette maquette-là. Moi, je pense. Ok. Donc, je pense qu'on est tous d'accord. Vous avez abordé déjà tout à l'heure les plateformes aujourd'hui numériques qui ne sont pas toujours harmonisées. Je pense qu'il y a un volet technologique qu'on doit harmoniser pour la réception des maquettes.
et peut-être charter pour que les pratiques soient homogènes entre que ce soit les acteurs ou les services instructeurs pour qu'on soit tous sur les mêmes. Après, il y a la sécurisation qu'il va falloir, enfin, la sécurisation des données, qui, à mon avis, là aussi, est un sujet majeur. On se rend compte de plus en plus par rapport au risque de piratage, risque de modification. Voilà, savoir que lorsqu'on a déposé, est-ce qu'il n'y a pas une modification, est-ce qu'il n'y a pas un mur qui pourrait être déplacé? Enfin, voilà, c'est par inadvertance, quelqu'un qui ne sache pas utiliser la maquette. Il faudrait que ce soit, entre guillemets, un peu verrouillé, parce que... Forcément, ouais. le numérique ramène le risque cyber, mais ça fait partie des enjeux qu'on abordera tout à l'heure. Mhm. Je ne sais pas si tu as un complément, Olivier, sinon on passera à Ouais, la... c'est peut-être, tu vois, sur le vocabulaire, parce que tu disais que le BIM, ça effraie les gens, c'est plutôt que ça ennuie les gens aujourd'hui, le mot BIM. De même que parler de cas d'usage, c'est un mot compliqué qui, là aussi, fait peur. Donc, je pense qu'il faut qu'on trouve le moyen d'expliquer les choses en disant, on va vous donner une maquette 3D du projet que vous allez pouvoir regarder, puis cette maquette est organisée d'une certaine façon afin de pouvoir y retrouver des informations, savoir en quel matériau est un mur ou quelle est la dimension d'une fenêtre ou quelle est la distance entre le mur et le mitoyen. Mais ne serait-ce que dans le vocabulaire, faire attention, nous tous les premiers, à avoir un vocabulaire qui soit compréhensible, qui ne fasse pas peur aux gens, qui ne les rebute pas ou qui ne donne pas l'impression qu'on parle d'autre chose que ce dont on parle. Tu l'évoquais déjà au début en parlant de PC numérique ou PC BIM, on a très vite fait de se prendre les pieds dans le vocabulaire ou de croire qu'on parle de la même chose derrière les mêmes mots, alors que bien souvent, ce n'est pas le cas. Donc, de se redonner un cadre simple. Et après, effectivement, ça serait sans doute bien d'avoir un minimum de directives, mais dire les maquettes sont fournies dans le format standard IFC qui existe et qui est assez neutre et facile à faire si on prend la peine de savoir comment faire et qu'on teste. Des plateformes, on a dit qu'il y en avait plusieurs différentes déjà pour la démat actuelle. Effectivement, c'est pas bien, mais on s'en sort. Après, elles se ressemblent toutes un petit peu malgré tout. Mais il y a un cadre à trouver sans doute et malheureusement, on n'a pas l'impression que c'est en train de s'établir. Après, est-ce que ça doit venir d'en haut? Est-ce que ça serait pas là aussi, je me pose la question, mais l'ordre n'aurait pas quelque chose à jouer là-dessus? C'est-à-dire qu'entre guillemets, dire initier quelque chose par rapport en disant, est-ce qu'il serait pas intéressant pour que tous les architectes qui vont vers la numérisation et la maquette numérique n'auraient pas tendance à avoir un cadre en disant, voilà, pour les permis, nous, on vous conseillerait ça, 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 enfin voilà, qu'il y ait quelque chose qui soit organisé et qui vienne, entre guillemets, on est obligé d'avoir une structure pyramidale parce qu'autrement, tout le monde, on sait très bien qu'on a tous nos manières de travailler, nos façons de voir les choses. Et si on n'a pas un cadre, déjà, si nous, on est dans le flou, alors de l'autre côté, la lecture, l'interprétation et le vocabulaire vont être multiples et diverses. Et c'est ce qui va entre guillemets, nous rendre encore plus inaccessibles que nous sommes déjà. Oui, D'accord. et en rappelant sur le PC, ça a été dit tout à l'heure, depuis qu'on est passé à la démat où dans un premier temps, ils avaient oublié qu'il fallait que ce soit signé par un architecte. Donc il y a eu assez vite la parade de déposer les permis à l'ordre et d'avoir un numéro qu'on mettait sur le CERFA. Donc ça permettait d'être certain que c'était bien un architecte inscrit à l'ordre et valide qui était l'auteur du PC dont on a la prérogative. Il y a des réflexions qui prolongent ça, effectivement, comme tu dis, Pascal, qui pourraient aller plus loin, de se dire aussi, on parlait de piratage tout à l'heure, on se dit que déposer un permis de construire sur des plateformes pourrait aussi être un moyen de se prémunir contre le piratage du droit d'auteur, en disant ce projet-là qui fait l'objet d'un permis de construire et qu'on a déposé, ben, c'est nous qui en sommes l'auteur et personne d'autre. Il y a des idées à creuser derrière ça de stockage et de progression. Je t'invite à temporiser ce volet parce qu'on va l'aborder avec les enjeux. Mais puisqu'on est sur la partie technique et technologique, et je te pose la question à toi, est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les documents d'un PC qu'une maquette numérique ne peut pas porter? On sait qu'aujourd'hui, il y a certaines limites, si on peut les anticiper un peu, ou on peut identifier ces difficultés-là, ou ces pièces PC qu'on ne peut pas difficilement répondre via un PC BIM.
Alors, je pense que chacun d'entre nous pourra apporter des éléments. Dans l'expérimentation qu'on avait pu suivre à Genève, avant celle en France, Genève en 2017 a voté une loi autorisant la mise en place d'un outil permettant de faire le PCBIM. Après, ça a mis quelques années et quelques millions de francs suisses à se mettre en place. C'était une des questions. Est-ce qu'on peut tout mettre dans une maquette, quitte à avoir des éléments un peu abstraits qui contiendraient des informations qu'on ne trouve pas dans la maquette du bâtiment, mais dont on a besoin dans le CERFA? La réponse était oui, on sait les mettre, donc on sait potentiellement tout mettre. Après, on peut se dire que sur les aspects sensibles de description du projet, d'insertion harmonieuse dans l'environnement, comment est-ce qu'on va le pratiquer? Est-ce que c'est seulement notre maquette? Est-ce que la puissance publique sait nous donner la maquette du site dans laquelle on va mettre notre projet? Est-ce que c'est nous qui devons la fournir? Ça étend un petit peu plus la discussion. Où là aussi, à Genève, ils ont fait du PCBIM parce qu'ils avaient déjà le SITG, leur système d'information du territoire de Genève, une maquette 3D accessible en ligne, que j'invite tout le monde à aller regarder, qui est la réunion de plusieurs maquettes et de plusieurs systèmes d'information d'acteurs publics du canton et de la commune de Genève. Puis on dit, puisqu'on a ça, puisqu'on a les bâtiments, qu'on a les volumes, qu'on a les propriétaires, qu'on a les dimensions, ben on a tout ce qu'il faut pour pouvoir donner un extrait de cette maquette de la ville lorsqu'il y a un projet d'architecture ou un concours, et puis à la fin, réintroduire le bâtiment final. Donc, ce n'est pas que le PCBIM, c'est aussi la ville autour. Dans ce volet un peu technologique, comment tu vois aujourd'hui le dépôt de PC en BIM, sous quel format? Est-ce que tu penses que ça sera plus adapté en natif, en IFC, en hybride? C'est quoi ta vision des choses aujourd'hui par rapport à ça? Je lisais aussi le commentaire de Jacques Rigal qui parlait aussi de format hybride, d'autres formats, ici, je crois, le DWF, bon, qui est un format qui aurait pu s'imposer, mais qui a disparu, à mon sens, des radars. Ça a été comme le PDF qui existe aussi en 3D. Aujourd'hui, il y a un format relativement universel, qu'on en pense du bien ou du mal, qui est le format IFC, que quasiment tous les logiciels de maquette numérique savent produire, y compris des outils simples comme SketchUp. Donc, d'une certaine façon, ça ne peut être qu'IFC pour que tout architecte, quels que soient les outils qu'il possède, puisse livrer cette maquette dans les formats voulus, et que de l'autre côté, les services instructeurs soient habitués à un format unique, comme on est habitué au PDF, même si on utilise des viewers différents pour le regarder, voire pour l'annoter. Et ensuite, moins on demandera de choses spécifiques, c'est aussi ça, est-ce qu'on se contente de la maquette que l'architecte fait pour établir aujourd'hui un dossier de permis de construire, des plans, des coupes, des façades, des perspectives, ou est-ce qu'on demande des informations en plus? Est-ce qu'on dépasse le stade de la maquette numérique pour rentrer dans le stade du BIM ou pas, ou de façon très légère? Ça fait partie des questions qui se posent et des expérimentations. Comment en demander le moins possible en plus pour que ce soit acceptable et faisable? Après, je rebondis là-dessus, excuse-moi, Rami. Oui. Quand on a des logiciels qui sont autres que des logiciels, on va dire, d'extrusion et de modélisation plus simples, effectivement, je pense qu'après les logiciels vont s'adapter. Actuellement, sur Revit, on a la possibilité donc de faire un export maquette 3D et maquette et éléments 2D. Donc on peut avoir ces exports-là. C'est pas de l'IFC. Donc certains logiciels savent déjà faire ce genre de choses. Donc on peut être dans le complément, dans le je fais un peu les deux, pour avoir une transition, pour que les personnes, entre guillemets, les instructeurs qui sont peut-être plus anciens, puissent avoir leur 2D habituel pour pouvoir gagner du temps, jusqu'à ce qu'on ait, entre guillemets, un renouvellement suffisant des personnes compétentes et de la formation, de manière à ce qu'on puisse leur apprendre à amener à lire une vraie maquette numérique, et comme le dit Olivier, avec des données que nous aurions, avec des champs spécifiques, voilà, des champs, et des valeurs et des informations, des données BIM qui soient liées clairement, que leurs lecteurs puissent extraire directement de cette maquette, sans pour autant aller chercher eux-mêmes à faire des mesures complémentaires ou aller regarder, pointer du doigt certaines choses, quoi. Mais Oui, effectivement. pour compléter ce que tu dis, Pascal, on a aussi ce type d'outil dans l'environnement Archicad depuis assez longtemps, qui s'appelle BIMX, qui est un format de maquette qui intègre un 3D avec un rendu d'image de synthèse et des plans, qui permet même de commencer par feuilleter un dossier de plans ou
d'éléments 2D qui ressembleraient à un PDF, et puis de simplement cliquer sur le bouton 3D et de voir la maquette 3D qui émerge depuis les plans, ce qui permet aussi de bien comprendre que les plans ou les coupes sont issus de la maquette et n'ont pas été faits à la main, donc sont cohérents, donc sont fiables dans l'information qu'ils présentent. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, si on conclut un petit mot, la faisabilité technologique aujourd'hui est possible. Par contre, il en faut une harmonisation et des formats tant que possible ouverts open source pour arriver vraiment à atteindre cet objectif. Alors, j'irai pas jusqu'à open source quand même. Ok. Moi, je dirais que parce que le format, un format natif, non, on fournit pas la maquette parce qu'il faut qu'on en reste, qu'on ait la propriété. Le format IFC un peu bridé, je pense que ça, c'est pour moi la logique, mais le open source total, non, pour moi, il faut que ça reste quand même propriétaire en partie pour qu'on puisse avoir la main mise sur notre maquette et qu'on ne se retrouve pas démuni et que une personne, un promoteur, un maître d'ouvrage public récupère un projet, peut-être Sébastien en parlera mieux que moi, mais un projet pour après le réintégrer, le réinterpréter à sa manière et pour pouvoir redéposer derrière sans en squeezant l'archi pour des modifs ou autres. Enfin voilà, ou passer par un confrère ou une consoeur qui serait peut-être moins regardante sur les règles. Voilà, je pense que, à mon avis, il y a quelque chose, une On sécurisation est à faire. d'accord, Pascal. Ouais. Après, le côté open source concerne le format, pas la maquette. Donc là, Mais il on va vaut parler peut-être mieux utiliser le mot de standard. Oui. L'IFC, c'est un standard ISO. C'est pas open source, mais c'est un standard sur lequel tout le monde s'accorde. Et effectivement, c'est le bon moyen terme. Très bien. Donc là, si on évoque par conséquent du coup les enjeux du PCB pour les architectes, et là, si je pose des questions, aujourd'hui, pour les architectes ne travaillant pas en BIM aussi, il faut penser à tout le monde. Comment appréhendez-vous l'arrivée du PCB et peut-on imposer à tous les archis de travailler en BIM? Est-ce que ça, c'est une hypothèse qui est envisageable? Donc, si je laisse la parole à Sébastien, par exemple, aujourd'hui, on ne travaille pas en BIM. Dans l'hypothèse que tu ne travailles pas en BIM, est-ce que tu penses que l'arrivée du PC BIM peut vraiment perturber ou est-ce que le fait de l'imposer serait une possibilité? Bah, je pense, je repense à ce que disait Olivier tout à l'heure, il faut aussi redéfinir le BIM. Est-ce que c'est une maquette ou est-ce que c'est du BIM? Est-ce que c'est un format 3D? Est-ce que c'est simplement un IFC? Je pense qu'il y a de la pédagogie et peut-être de la vulgarisation à mettre un petit peu là-dedans. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a énormément d'agences qui ne sont pas prêtes. La moyenne des agences en France, c'est 2,3 personnes par agence. Clairement, je pense qu'on n'est pas encore. Je pense qu'il y a des décalages énormes en fait, entre des structures qui peuvent être très avancées et d'autres qui ne le sont pas. Donc, je pense que c'est peut-être encore tôt. C'est mon point de vue. Je pense qu'il y a un problème de territoire aussi, d'une certaine façon, parce que quand on va s'adresser à Paris, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, à Genève, il n'y a pas de souci, mais quand on va s'adresser à des communes, des communautés de communes rurales, voire très rurales, je pense que là, on est très très loin d'avoir les moyens, des fois, d'ouvrir un PDF, j'exagère à peine, pour pouvoir instruire un PC. Donc là aussi, il y a des freins. Et ça a été dit aussi, je pense qu'il y a aujourd'hui, mais là, vous êtes mieux placé que moi pour le sentir, mais je ne vois pas non plus que ce soit du côté de l'ordre ou que ce soit de la volonté politique, de vouloir avancer forcément dans ce sujet-là. Je pense que le choix de la démat a déjà été un gros pas en avant dans la simplification des démarches administratives. On voit bien qu'il y a encore quelques limites, même si ça s'améliore et ça nous facilite quand même beaucoup le quotidien. Je pense qu'aujourd'hui, sans vouloir être négatif, parce que je trouve l'idée vraiment extrêmement intéressante, je pense qu'il y a pas mal de freins encore et beaucoup de décalage, à mon avis, entre une partie des agences et des pratiques qui sont ou seraient prêtes et celles qui ne le sont pas du tout. Okay. Peut-être juste un mot pour reprendre ce que tu dis, Sébastien. C'est vrai que les agences sont de petite taille en moyenne et très disparates. Une enquête qui avait été menée et que l'Ordre avait relayée, menée vers 2019 par Elodie Hochschild, qui est disponible sur le site de l'Ordre, montrait que la maquette et le BIM étaient autant ou aussi peu répandus dans les agences, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses. Voire que les grosses étaient peut-être un petit poil en retrait. Pascal on est peut-être un exemple d'archi libéral et qui le revendique et qui arrive à être efficace parce qu'il est en maquette. Je me souviens d'un ami qui me disait, moi je suis seul, je cours de mon agence à mon chantier, j'ai un scooter et j'ai mon ordinateur dans le dos. Je n'ai pas une équipe chez moi qui peut faire des plans, des coupes, des façades, des tableaux de surface. J'ai besoin d'un outil qui fasse tout seul parce qu'il faut que je fasse tout à la fois.
Donc c'est aussi parce qu'on est petit et seul qu'il faut avoir des outils efficaces et qu'aujourd'hui, si on choisit les bons outils adaptés à ses besoins, on peut l'être sans avoir des choses trop complexes. Après, effectivement, en tant qu'architecte libéral dans une commune rurale de même pas 6 000 habitants, effectivement, on se retrouve confronté à tout ce qu'il va avoir autour. Après, c'est comme toujours, c'est une volonté. Est-ce qu'on garde le rotring et le calque parce qu'on trouve ça plus fluide et parce qu'on n'a pas envie de passer à la maquette numérique, parce que l'imposition dans tous ces termes devient complexe, comment dire, parce que si on impose à des confrères et des consoeurs de passer à la maquette numérique, ça risque entre guillemets de coincer, ne serait-ce que pour l'investissement financier, le coût que ça génère dans la formation, parce que je suis aussi organisme de formation, donc on se rend compte, et j'ai de plus en plus de jeunes archis ou d'archis qui sont en bascule entre deux agences, vont se dire, OK, je passe au BIM parce que c'est le futur. Donc il y a un mouvement de bascule qui est en train de se faire. L'imposer, je pense que ça va être compliqué. On va voir une bronca de beaucoup de confrères et de consoeurs qui vont dire, ouais, mais bon, vous êtes bien gentils, les gars, mais 3 000 balles ou 3 500 balles par an, pardon, d'un logiciel, moi, je ne peux pas me le permettre. Donc après, voilà, comme le dit Olivier tout à l'heure, il y a des logiciels qui sont beaucoup plus accessibles. Est-ce que on va avoir, comme on le voit, des nomenclatures qui vont nous permettre de sortir des métrés, des quantités, des effets, des informations qui, moi, en tant qu'architecte libéral, me permettent d'optimiser mon temps et de pouvoir produire des métrés, des quantitatifs à mon client pour l'estimation initiale du projet, sans pour autant aller plus loin. Bon, voilà. Après, je pense que imposer, je pense que ça va être très, très compliqué, à mon avis. Oui, puis il ne faudrait surtout pas, ça serait, vous l'avez dit, hein, ça serait contre-productif. Alors c'était un peu la logique du PTNB au début qui était peut-être un peu trop bienveillante. On n'impose pas, on donne des exemples, on donne envie. Bon, ça, on ne peut pas dire que ça ait marché du feu de Dieu, mais montrer aux confrères que travailler en maquette numérique, c'est le moyen le plus efficace de produire un dossier de permis de construire. Je redis en fait ce que je disais tout à l'heure, et puis que de l'avoir produit pour soi et de donner sa maquette, il n'y a pas un grand gap à franchir. Ça, c'est une chose. Là aussi, c'était l'approche de Genève de dire on donne les trois possibilités, on dépose du papier, on dépose du PDF ou on dépose une maquette. Et il faut, à mon sens, que les trois puissent persister. On évoquait aussi la possibilité qu'un permis instruit en BIM soit instruit plus rapidement, que soit incitatif. Donc, non pas obligé, mais le rendre incitatif. On nous a dit bah non, ça romprait l'égalité si on l'annonçait. Peut-être pourrions-nous obtenir ce résultat, dire de fait, on constate qu'un PC déposé avec une maquette est instruit plus rapidement parce qu'une fois assimilé les bases, c'est plus simple pour l'instructeur, qu'il y a moins de questions, moins d'aller-retour parce que tout est là. Donc sans que ça rompe l'égalité, on constaterait que c'est plus fluide et que ça pourrait donner envie aux archis de le faire ou à certains de leurs clients de l'exiger pour être certain qu'on soit bien traité. On évoquait tout à l'heure les établissements d'aménagement qui, eux, demandent aux opérateurs, qu'ils soient promoteurs ou bailleurs, de travailler en BIM, entre autres parce qu'ils veulent constituer la maquette du territoire et qu'ils font bien souvent des préinstructions des projets pour être certains des dates et de l'issue de l'instruction du permis de construire. Donc là aussi, tout ça, ce sont des leviers intermédiaires qu'on voit apparaître ici et là pour montrer que c'est non seulement souhaitable, mais que c'est possible et que ça peut ne pas être compliqué. Ok, donc Olivier, tout est lancé, je te pose des questions. Aujourd'hui, je suis archi. Le PC BIM est possible en France. Selon toi, quelle serait l'incidence de ce PC BIM sur le travail de l'architecte? Qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien, par exemple? Si je suis un architecte qui travaille déjà avec un outil de maquette numérique qui s'appelle Archicad, Revit, Allplan, Vectorworks, SketchUp ou d'autres, ça peut ne rien changer. À la marge, ça peut changer, qu'on me dirait, il ne faut pas que tu organises tes calques ou tes familles ou n'importe comment ou à ta façon. Peut-être qu'une fiche pratique ou quelques directives de base qui sont de toute façon des bonnes méthodes de travail qui pourraient convenir à tout le monde aiderait à avoir un fichier relativement uniformisé dans sa structure, bien sûr pas dans son projet en tant que tel. Il faudrait que, en fait, pour que ça marche, il faudrait que ça change le moins de choses possible.
Après, pour ceux qui continuent à dessiner en 2D avec AutoCAD et qui font des plans masse sur Photoshop, ceux-là, je ne sais pas trop ce qu'on peut leur dire, si ce n'est de suivre l'exemple, de regarder. Autant le BIM n'a pas encore fait ses preuves et on a tous du mal à convaincre tout le monde. La maquette numérique pour les architectes, ça fait maintenant 41 ans que ça existe. Les premiers logiciels exploitables Archicad sur Mac, Allplan sur PC sont apparus en 1984. Donc ça fait quand même un sacré moment que ceux qui le veulent peuvent dire, je ne vais pas me contenter d'avoir un rotring électronique, mais je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus malin. Et que quasiment tous ceux qui sont passés disent, c'est évident, quand on connaît son outil, qu'on a bien choisi, qu'on sait l'utiliser, donc ça veut dire aussi se former dessus, et non pas apprendre à la sauvette, on est bien sûr plus efficace. Et on fait mieux son métier, c'est ça qui compte. Et dans le même sens, du coup, aujourd'hui, si on est en BIM et qu'on maîtrise, en 2 mots, comment on peut utiliser la maquette numérique comme étant un support du dossier administratif? Parce qu'aujourd'hui, historiquement, c'est des services. اليوم بعضنا نخدموا على الواحدة أنا قصيت على الواحد على خاطرك. Tu peux fermer le micro, s'il te plaît. Donc, je ne sais pas si tu as entendu ma question, Olivier. Donc aujourd'hui, comment la maquette numérique peut être un support d'un dossier administratif? Alors, on n'est pas encore, à ma connaissance, au stade où la maquette pourrait remplir automatiquement un CERFA qui soit en PDF ou un CERFA en ligne. L'approche Genève, c'était un peu ça, c'est-à-dire on trouve dans la maquette, on pré-remplit un équivalent CERFA en ligne et puis il y a des informations qui viennent en complément issues de la maquette ou du moins qui sont corrélées avec. Mais on sait en tout cas, depuis la maquette, extraire un certain nombre de tableaux de surface ou de quantité, bon, même si on fait un copier-coller, qu'on le reporte dans le CERFA, qui seront l'information qu'on met dans le CERFA qui est correcte. Et puis, dès lors qu'on fait des mises en page, c'était aussi des choses qui se font dans différents pays, de fournir des gabarits. Donc, tout en disant, on demande de restituer un format neutre IFC, on fournit des gabarits, notamment pour les outils les plus répandus, Archicad et Revit, pour avoir une sorte de base de travail qui génère automatiquement les documents usuels, les PC XYZ par exemple. Donc on peut imaginer, technologiquement c'est possible, mais on peut imaginer aussi des seuils pour ne pas complexifier, de commencer vraiment par des choses le plus simple possible. Mais on sait que la maquette numérique aujourd'hui, elle peut être aussi une base de données conteneur qui peut vraiment prendre en charge ce dossier administratif avec des automatismes de jeux de données, etc. Tu vois, un des seuls points dans les expérimentations qu'on a pu suivre, c'est de se dire, dans nos différents logiciels, on a des outils automatisés et intelligents pour dessiner des places de parking. On tire un objet et puis ça met une place tous les 2,50 m, où ça sait pondérer la largeur ou laisser la place handicapée. Ça ne permet pas forcément d'avoir le nombre de places. On a un objet parking et non pas 15 places identifiables. Donc peut-être que dans certains cas, il faut remettre un objet individuel, place de parking, pour compter le nombre de places. Okay. C'est un léger, léger complément, pas méchant. Très bien. Donc là, je vais poser quelques questions qui peuvent du coup, inquiéter peut-être l'architecte, qui est le statut de la maquette numérique, et vous avez déjà commencé à aborder ce sujet tout à l'heure. Donc, est-il souhaitable aujourd'hui pour les architectes déjà de fournir au service instructeur une maquette numérique lors d'un dépôt d'un dossier administratif? Parce que vous savez très bien, on parlait tout à l'heure de l'exhaustivité, par exemple, ou parfois, Pascal en parlait aussi, parfois on a une coupe et on a ciblé cette coupe-là. Donc, est-ce que ça peut inquiéter l'architecte de fournir une maquette complète aujourd'hui lors du dépôt? Disons que moi, j'embraye direct, hein. C'est clair que potentiellement, il faut voir comment le document va être consulté par les tiers. Okay. Pour moi, c'est la première chose, c'est-à-dire que dès lors que le permis, un tiers actuellement, dès lors qu'on dépose un permis, le permis lui-même va être instruit. Une fois qu'il va être instruit, il va corréler par rapport au PLU et les lectures réglementaires autres, les ICPE ou tout ce qu'on va pouvoir avoir autour au cas où. Mais lorsqu'un tiers va pouvoir, pour la maquette numérique elle-même qui serait déposée en BIM sur une plateforme, comment le tiers va pouvoir consulter ça et comment il va pouvoir interpréter. Donc là, à mon avis, je pense que le bas blesse de ce côté-là, parce que comment on va être opposable
et comment ils vont lire. Je pense que là, pour moi, c'est vraiment la problématique majeure qu'on va avoir. Parce que déjà, on a le cap de l'archi qu'il faut qu'il se forme, qui ait les compétences, qui soit rigoureux dans la récupération des données, que ce soit géomètre, éventuellement, comme le dit Olivier, une base de données numérique qui serait suffisante. On voit que l'IGN, avec le LIDAR, nous permet déjà d'avoir un profil, mais ce n'est pas suffisamment précis, comme le cadastre qui n'est pas suffisamment précis en data, qu'on a ces informations. Donc, même les géomètres nous fournissent des plans cadastrales, enfin, d'applications cadastrales qui ne sont pas réellement des relevés confirmés. Donc, on a quand même déjà je veux dire, un peu de nébuleuse, déposer un PC BIM, avoir un tiers qui n'a pas toutes ses compétences, etc. Je pense que là, on va commencer à toucher à un point névralgique du système. Effectivement. Bah, rien de plus à dire. Moi, je venais noter comme point de vigilance, en fait, Pardon. comment rendre un document figé qui soit consultable par les tiers, notamment lors des sessions de recours des tiers. Donc, oui, là, il y a un vrai sujet. Effectivement, et j'en profite du coup, et je pose la question à Olivier par rapport à ce côté peut-être un peu technique. Donc, à quel statut administratif et juridique aura la maquette numérique demain? Comment on peut figer effectivement les choses dans un processus, un projet évolutif, mais une maquette numérique de point de vue administratif et juridique est opposable. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a des solutions où on a une vision par rapport à ça? Je ne suis pas certain que le statut de maquette IFC soit très différent du statut d'un plan PDF. Les lois existent, elles n'ont pas changé avec le BIM, que ce soit sur la responsabilité, que ce soit sur la propriété intellectuelle de droit d'auteur, presque à l'inverse, ça oblige de revenir un peu aux fondamentaux que nous connaissons et qui n'ont pas bougé. Est-ce que c'est différent sur un permis de construire par rapport à donner une maquette en complément des pièces usuelles sur un dossier d'appel d'offres, y compris pour des bâtiments publics? Je ne suis pas persuadé que ce soit le cas. Je lisais le commentaire de Aziz qui dit qu'il présente bientôt sa thèse du MS-BIM sur le permis de construire et qui nous dit rien ne s'oppose, rien ne se heurte à aucune interdiction de principe dans le droit français de déposer une maquette. Je ne suis pas certain parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, des mairies peuvent refuser des pièces complémentaires en disant on ne vous a pas demandé de coupe ou d'autres choses, on n'en veut pas plus parce que si vous nous en donnez, ça veut dire qu'on doit les examiner ou qu'on les valide. On ne veut que ce qui est strictement demandé, rien de plus. Si une maquette n'est pas demandée aujourd'hui, elle pourrait être refusée sans doute. À l'inverse, s'ils acceptent des éléments complémentaires d'information, libre à eux, que ce soit les donner ou que ce soit les présenter pour les utiliser et mieux faire comprendre le projet et amorcer la discussion ou montrer qu'il n'y a pas lieu de discussion. Sur le point précédent, par rapport au public notamment, effectivement, sur la capacité du public pour le recours des tiers à manipuler un projet, je pense, ça fait partie peut-être des questions d'après, que les documents 2D, ils existent, ils vont encore exister un bon moment, ça rassure tout le monde. Et en tout cas, dès lors qu'on a une maquette, c'est presque les documents 2D sont un produit dérivé, on appuie sur un bouton et on a un jeu de documents 2D, c'est très peu d'efforts. Après, d'un point de vue juridique, je vais rebondir sur ce que dit Olivier. D'un point de vue juridique, nous, enfin notre assureur, enfin moi je suis assuré à la MAF, on a déjà une case à cocher qui va dire OK, on dépose en BIM. Donc déjà on a un champ juridique qui est différent. Donc si déjà notre assureur a comment dire orienté les choses, c'est que d'un point de vue juridique, pour eux, il n'y a pas le même impact. Ensuite, concernant c'est d'un point de vue statistique, hein, Pascal, qu'ils le font pour l'instant. Ok, d'accord. Je ne savais pas. Tu vois, tu me l'apprends. Donc pour moi, c'était plus histoire de classer, de dire OK, on classe et on sait que potentiellement le montant de l'assurance sera variable de ce côté-là. Ça expose la question, et on leur pose depuis 10 ans, de savoir est-ce que le montant de l'assurance doit être plus élevé parce qu'ils prennent plus de risques ou que nous on prend plus de risques en tant qu'architecte et eux doivent couvrir plus de risques, ou qu'à l'inverse, travailler en maquette limite les risques, donc permettrait d'avoir des montants d'assurance moindres. Pour l'instant, il y a un statu quo. Leur doctrine, on est quelques-uns, dont Thierry qui participe à l'organisation de ce webinaire, à faire partie d'un groupe de travail qui se réunit à la MAF régulièrement en vue de sortir d'ici une petite année une boîte à outils BIM. On peut penser que ces sujets-là seront traités d'une façon ou d'une autre sur les bonnes pratiques et sur les bonnes façons de se sécuriser.
Mais un des points sans doute, dès lors qu'on donne des maquettes et qui pourraient être consultées par le public, c'est là aussi de ne donner que ce qui concerne l'instruction du permis de construire, de ne pas avoir d'informations nominatives, de ne pas donner le dessin des plans, si ce n'est pas demandé parce que c'est un ERP par exemple, d'éviter de courir des risques de fuite. Après, sur le volet de propriété intellectuelle, certains ne veulent rien donner pour ne pas être, que ça ne soit pas piqué par les autres. Moi, j'ai plutôt l'idée inverse de dire, dès qu'on donne et qu'on montre que c'est nous qui l'avons fait, on est les premiers à l'avoir fait. Et si d'autres s'en servaient, on pourrait prouver que nous étions là avant et que c'est notre idée qui a été empruntée. Après, ce qu'il faudrait réfléchir aussi, c'est dans le cadre de cette organisation 2D maquette, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'on ait, entre guillemets, un cadre juridique qui soit un peu de l'ordre du CCAG, c'est-à-dire qu'on ait un cahier des clauses qui dit, en gros, va être primordial, entre guillemets, va avoir une primauté sur les coupes et les éléments 2D qu'on aurait extraits de la maquette. Et après, en complément, comme le dit Olivier, on va pouvoir avoir, comme même le disait Sébastien, une lecture complémentaire sur des points de vue 3D ou des maquettes, où on va pouvoir avoir un viewer qui va nous permettre de rentrer ou d'avoir accès à certaines données. Et encore une fois, après, sur le côté juridique, encore une fois, ou même, je dirais même plus, je vais encore plus loin dans le risque, vous fournissez une maquette numérique pour un permis d'une maison d'une personne très connue. Quel est le risque par rapport à une personne qui viendrait à pirater ces données, de pouvoir pénétrer dans la maison plus facilement, de pouvoir avoir accès à certaines données. Voilà. En gros, quand on commence un peu à gratter, on se dit où est-ce qu'on va aller, et on sait que la nature humaine pour nous amener à des situations qui sont au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Je pense que là, on va commencer encore une fois à toucher, voilà. On va nous mettre en avant, c'est bien, si on a un cadre professionnel cadré, mais si n'importe qui peut déposer n'importe quoi dans n'importe quelle condition, là aussi, je pense que ça serait bien, entre guillemets, de pouvoir professionnaliser le dépôt du permis pour faire en sorte que les archis ou dessinateurs professionnels avec un vrai statut soient mis en avant et qu'on n'ait pas ces millions de personnes qui utilisent des fichiers et qui déposent avec des logiciels en ligne ou autre. Enfin voilà. Donc je vais pas rentrer plus dans les- C'est pas n'importe qui, Pascal, puisque nous, architectes, avons la responsabilité, pour pas dire le monopole, du permis de construire, sauf les quelques dérogations qui existent. On pourrait d'ailleurs dire tout ce qu'on évoque ici, on parle du permis de construire, il ne faudrait pas oublier les autres autorisations d'urbanisme, ne serait-ce que les déclarations préalables qui sont de plus en plus nombreuses, dès lors qu'on intervient notamment sur l'existant, qui peuvent concerner des gros bâtiments également. C'est pas seulement le PC en fait qui compte. Et les permis aussi. Pardon, j'ai pas entendu Sébastien. Et les permis de construire modificatifs. Oui, Oui. et les PC, bien sûr. Mhm. Mais après, dans la vraie vie, on était appelé il n'y a pas très longtemps à l'agence par, je crois, les gendarmes qui avaient retrouvé des plans de banque dans une décharge portant le logo de l'agence, parce qu'effectivement, il y a 20 ans, on travaillait pour une des chaînes nationales de banque, et que c'est l'entreprise qui avait mis à la benne, après la garantie décennale, les plans avec l'emplacement des guichets automatiques, des salles des coffres, etc. Donc, dans la vraie vie, ça arrive aussi. Bon, Mhm. tout ça, c'est rendu Olivier, plus facile par le aujourd'hui, numérique. on retient quand même que les enjeux qui s'appliquent aujourd'hui en plan 2D sont les mêmes à peu près pour la maquette numérique, même si la maquette numérique est un peu plus exhaustive, mais il y a un niveau d'information aussi qui doit être en cohérence par rapport aux besoins, parce que parfois on a tendance aussi à mettre un peu trop d'informations, donc on n'est pas obligé, et là où c'est un point de vigilance. Donc, j'ai une autre question et on va essayer de raccourcir un peu parce qu'on a déjà débordé. Il nous reste 3 questions et on va essayer de répondre rapidement parce que vous avez déjà commencé à les aborder. Par rapport à ce PC BIM idéal aujourd'hui à 100% maquette numérique, est-ce que c'est une utopie aujourd'hui ou est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il y a des étapes quand même à passer? Donc, pour expliquer ou pour simplifier, est-ce que l'intégralité d'un dossier porté par une maquette numérique, est-ce qu'on peut imaginer un dossier de PC sans vue 2D et est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas, Sébastien ou Pascal. Peut-être un peu moins expert sur le sujet. Moi, de mon point de vue, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Je pense qu'il faut effectivement qu'on puisse garder une vue 2D comme étant un peu l'aspect un peu figé ou la photographie à l'instant T du document qui a servi à l'instruction administrative, qui peut être aussi un peu le document qui fait foi, parce qu'il y a le document qu'on va archiver aussi. L'archivage d'une maquette peut aussi
des problèmes. Alors là, je maîtrise non, il y a des problèmes peut-être de version logicielle ou d'évolution du logiciel qui fait que ça peut peut-être être compliqué après. Il y a pour moi cette notion d'un peu de besoin de figer quelque chose, autorisation d'urbanisme, qui sera le document d'archivage. Peut-être là la difficulté. Donc je ne sais pas si le 100% BIM aujourd'hui est possible. Ok. Je parais, ouais, je dirais pas plus. Je pense que on est d'accord sur cet état de fait. Je pense que le fait d'avoir mettre, je vous dis, la primauté d'éléments d'extraction de 2D pour dire ok, ça c'est figé, on touche plus. Et après peut-être pour avoir un complément pour simplifier la prise en compte de la volumétrie et de l'intégration globale du projet. Ok. Pour passer à la question d'après, quels devraient être les organismes ou les acteurs les plus pertinents aujourd'hui pour définir et mettre au point le PCBIM? Et on a l'impression aujourd'hui que les architectes sont peu impliqués dans les ateliers et commissions décisionnaires. Heureusement, Olivier, tu es là. Je pense que tu fais un peu exception, mais d'une façon générale, on a un peu ce constat où les architectes sont un peu en retrait par rapport à ces sujets. Je te laisse la parole. Ils sont un peu retrait, mais ils sont toujours là. Et heureusement, nous sommes quelques-uns, alors soit des anciens qui sommes là depuis le début de l'histoire, et puis quand même d'autres qui rejoignent, que ce soit à l'ordre national ou régional, mais aussi les syndicats d'architectes et aussi d'autres groupements qui tentent d'être présents aux endroits où ça se passe, pour autant qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'interlocuteur pour parler de numérique au niveau national. On a eu le PTNB, le plan BIM 2022, le plan BIM tout court. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu noter lors de réunions récentes avec un certain nombre d'acteurs de la filière construction, dont des architectes, c'est que même si les architectes ne sont pas toujours là, un sujet qui est toujours là, c'est celui du permis de construire. Et c'est assez intéressant de voir des représentants du monde des entreprises de construction, des représentants des bailleurs ou des promoteurs immobiliers qui parlent comme un point sensible et important du permis de construire. Ça a été dit tout à l'heure et je le rejoins. Si on parle du PC, on parle forcément de l'architecte qui non seulement dépose le PC, et qui dépose le PC parce qu'il est l'auteur du projet qui est là avant, et c'est une responsabilité, un rôle que la loi nous a confié. Donc ça me donne plutôt espoir. Plus on parlera de PC sous tous ses aspects, numériques ou pas numériques, plus on parlera des architectes et plus il faudra qu'ils soient là forcément. Ça ne peut pas se faire sans... Donc, il n'y a pas forcément un organisme en particulier, c'est peut-être un acte collectif où les architectes doivent aussi prendre position et faire avancer les choses ensemble. Un projet, c'est de toute façon à minima un maître d'ouvrage qui a un besoin et qui donne un programme et qui le finance et qui a un terrain. À minima, un architecte avec derrière lui une équipe ou pas, mais au moins un architecte qui met en forme ce projet et qui dépose un permis de construire. Et puis la collectivité sous la forme du service d'instruction qui autorise ou pas la construction. Il y a au moins ces trois acteurs-là. Et on retrouve d'ailleurs ceux que je citais sur l'expérimentation nationale, avaient été rajoutés des experts numériques parce qu'il fallait bien aider tout le monde, mais l'idée c'est qu'ils ne soient pas sur le devant de la scène, qu'ils soient plutôt dans les coulisses à aider et que ce soit les vrais acteurs normaux qui jouent ce jeu du PC numérique. Je rebondis juste sur les acteurs. On a une cohorte maintenant de BE qui nous suivent et qui, entre guillemets, ont capté une certaine aura et obligation lors du dépôt du permis, qui fait que, à mon avis, le fait d'avoir une maquette numérique pourrait être intéressante pour eux d'aller au-delà et de pouvoir, avec leurs outils, d'interagir avec ça et pouvoir, entre guillemets, donner numériquement aussi une validation. Donc, dans leur interprétation et dans leur dossier. Et je pense que là aussi, ça permettrait de filer en disant, OK, j'ai agi sur la maquette, j'ai donné mon aval, et avec une signature numérique, quelle qu'elle soit, et qui légitimerait, entre guillemets, le fait que l'archi a fait le projet, mais derrière, on a les personnes qui ont analysé, qui ont confirmé que le projet était conforme aux obligations réglementaires. Je rebondis sur ce que tu dis, Pascal, il pourrait y avoir un intérêt aussi pour les concessionnaires avec toute la gestion des réseaux qui va autour de nos projets et qui ont un lien avec la construction du permis de construire, s'assurer, valider et anticiper aussi des adductions réseau sur nos bâtiments. Il faudrait qu'on ait quand même aussi la base de données réelle et mise à jour, les DOE derrière du positionnement exact des éléments. Donc ça remet en perspective la totalité du système
qui fait qu'on se rend compte que, moi je vois sur ma petite commune, ils sont en train de refaire les réseaux d'eau pluviale, pardon, et à mon avis, ils font ça un peu à la vache te pousse avec un trait bleu, quoi. Donc il y aura une profondeur et ils ont passé 6 mois à faire du tracé pour aller avec de la détection pour savoir les hauteurs. Donc je pense qu'il va falloir qu'il y ait quand même un sacré travail de DOE pour qu'on puisse travailler après correctement, pour travailler dessus. Mais effectivement, ça va dans le bon sens. Donc, Pascal, je vous pousse à la dernière question de notre débat pour laisser un peu le temps pour interagir. C'est une question un peu synthétique. Donc aujourd'hui, comment vous voyez l'avènement du PC BIM déjà? Est-ce que, à votre avis, c'est une chance ou un danger pour l'architecte? Et quels pourraient être les avantages ou les écueils à éviter absolument? Donc aujourd'hui, faisons un peu le bilan un peu des choses. Est-ce que c'est vraiment une chance, une opportunité, ou est-ce que c'est des risques, ou est-ce que c'est les deux, et auquel cas, que seraient ces points précis? Moi, je pense, il est clair que c'est une opportunité pour nous de reprendre la main, qu'on a perdu ou qu'on a trop laissé. C'est-à-dire que c'est pour nous, on a une capacité technique et professionnelle d'avoir une synthèse. Et la maquette nous permet de mettre le doigt dessus sur les problèmes de synthèse. Pour les personnes qui maîtrisent vraiment le BIM et qui font une maquette corrélée avec la mise en œuvre derrière, on ne fait pas simplement de tracer du trait et monter du permis. Donc pour moi, c'est quand je forme, quand j'explique l'utilisation du BIM, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va mettre des données, on va mettre des informations, on va corréler vraiment avec l'exécution du projet. Donc pour nous, c'est, je pense, réellement un objectif et une manière de se repositionner si les services et l'instructeur et tout le process veut bien nous mettre en avant. J'en suis moins sûr. Les écueils et les risques et ce qu'il faut éviter absolument, c'est encore une fois, on en vient toujours, c'est le point noir, c'est la non-compétence des personnes qui vont avoir à utiliser et à lire ça. Parce que, voilà, ou tout, comme je le disais à Sébastien tout à l'heure, le problème c'est on nous demande d'être performant, on nous demande d'avoir une confirmation d'éléments, mais par contre, on n'a pas toutes les cartes en main. Et quand on va même chercher des professionnels tels que les géomètres en lui disant engagez-vous sur ça, ils ont tendance à ouvrir le parapluie et mettre les bretelles en disant ouais, mais voilà, moi c'est une application cadastrale, même si j'ai fait un relevé, c'est un peu, voilà. Et si on veut être rigoureux, on est rigoureux de A à Z. Autrement, on ne l'est pas. Du coup, Olivier, Sébastien, c'est un petit commentaire par rapport à cette question? Enfin, faut pas aller contre, en tout cas. Je pense que l'utilisation de la maquette, elle est déjà bien intégrée et bien implantée, en tout cas dans nos agences. Le travail en BIM, il est déjà là, il est déjà fait, il est déjà produit. Donc, s'il peut être valorisé et s'il peut faciliter les choses derrière, avec toutes les vigilances qu'on a vues, je pense la nécessité de pouvoir figer à un moment donné les choses, la nécessité de trouver des formats qui soient intéressants et qui soient un peu universels, puis la nécessité aussi de protéger la propriété intellectuelle de la maquette et du projet d'une manière générale. Mais Ok, faut y aller. très bien. Olivier, je te laisserai ta fin. Il faut essayer de ne pas faire comme le BIM où chacun dit l'autre n'en fait pas, donc je n'en fais pas, et puis celui d'en face dit puisqu'on m'en a pas donné, je peux rien faire, donc j'y vais pas. On pourrait dire que les instructeurs disent on va pas faire de PC BIM parce que les architectes n'en produisent pas, et puis les archis diraient je vois pas pourquoi je ferais une maquette puisque les instructeurs ne le demandent pas. Moi, j'avais sorti il y a déjà un moment l'idée de dire le BIM c'est très bien, c'est vertueux, mais prenons le BIM égoïste, pensons aux intérêts de chacun et de nous en priorité, puis on servira ceux des autres ensuite. On l'a dit les uns et les autres depuis le début. Quand on est architecte, concevoir un projet, le travailler, l'améliorer, s'assurer qu'il répond aussi bien aux attentes du client que du cahier des charges des règles d'urbanisme et puis à l'intention qu'on souhaite lui donner, rien de mieux qu'une maquette numérique pour ça. Pour produire un dossier qui soit en papier, en PDF, rien de mieux qu'une maquette numérique, quel que soit le logiciel pour produire de façon efficace ce dossier. Donc dès lors, dire je donne cette maquette, je la prête, je la mets à disposition, elle est prête à être utilisée, c'est qu'un tout petit pas en plus.
Donc je suis plutôt optimiste sur ça, dès lors que nos chers confrères notamment seront tous convaincus, plus qu'aujourd'hui, que travailler avec un outil de maquette numérique, c'est le bon outil pour bien faire son métier d'architecte. Et le reste suivra peut-être. Dans ta question, il y avait celle de l'avènement ou de l'obligation, ça on l'a dit, il faut sans doute pas obliger, il faut permettre, inciter, mais pas obliger, ne serait-ce que parce qu'il y aura un réflexe de refus, même si dans le fond, après, peut-être que certains, après avoir été obligés, diraient ah ben finalement, oui, finalement, c'était pas si dur, finalement, tu avais raison. Parfois, il faut pousser les gens dans la piscine, mais c'est toujours un peu délicat à faire. Très bien. Je pense qu'on a trop débordé. Je suis obligé d'arrêter un peu le débat si intense et intéressant. Il y aura certainement d'autres sessions. Et Thierry, je ne sais pas si tu as pu avoir des questions. Je pense que le chat est figé, donc on donnera la parole aux gens directement pour poser les questions. Alors, Donc, il y a eu pas mal comment dirais-je, de réactions dans la frame des conversations. Et ça a pas mal. Il y a eu d'ailleurs des informations qui sont aussi tout aussi intéressantes que chacun pourra découvrir. Moi, j'ai noté juste une question à la fin de Fadel qui demandait si on pouvait avoir des exemples de PC BIM chez les Anglo-Saxons ou à Dubaï. Est-ce que quelqu'un a une expérience de PC BIM à l'étranger? Pas pour ma part. Je parlais de Genève, on cite aussi Singapour, on cite, alors je devrais le savoir, l'Estonie ou d'autres pays européens qui ont développé des approches sur le PCBIM. C'est quand même très lié aux approches que nous avons ici, que ce soit l'approche culturelle, que ce soit la façon d'instruire les dossiers. C'est comme le BIM globalement, les transpositions d'un pays à l'autre sont à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas les mêmes organisations professionnelles les uns et les autres. Ça peut donner des idées, mais pas être transposé directement en tout cas. Je me permets d'amender juste par rapport à ça, parce qu'il y a des politiques ou des stratégies qui ont été suivies entre Genève, par exemple, qui a donné le choix et qui a incité, ou Dubaï, qui a imposé à partir d'un certain seuil de budget et certaines typologies de projets. C'est là aussi, il y a des politiques différentes et il ne faut pas fermer la porte. Bien sûr. Alors, il y a Terry qui veut poser une question. Non, vous m'entendez bien parce Très bien. Merci. Donc, non, j'ai écouté attentivement et j'adhère j'adhère 100% à tout ce qui se présente. Mais par contre, moi, je crois qu'il y a un aspect essentiel aujourd'hui, c'est pour les architectes, c'est un grand défi de pouvoir nous imposer avec tous les systèmes et méthodologies. Parce que c'est vrai que ce qu'il faut que change, c'est l'instruction aussi. C'est-à-dire que nous, on est en train de courir derrière l'instructeur pour savoir s'il fait ou il ne fait pas son métier. Mais le problème, c'est que notre métier, il a changé d'une façon essentielle à partir du moment où vous avez sur les outils Autodesk Format, par exemple, que vous pouvez venir avec toute la contrainte normative, le terrain modélisé en 3D, avec tout ce qui va avec des données pour pouvoir faire la présentation et pouvoir faire en sorte d'avoir tout un test et qu'on faisait, c'est-à-dire c'était des siècles avant. Donc, je pense que là, c'est pas que de revenir en arrière, c'est qu'il va falloir être en avant, être vraiment nous, donner un pas en avant, imposer notre métier, parce que notre métier, il devient de plus en plus essentiel. Parce qu'on va être les pilotes, on va avoir à disposition tous les outils d'intelligence artificielle, c'est magnifique, c'est extraordinaire. On va avoir une équipe de 10 000 personnes pour un architecte, parce que nous, on est les centres, on est les pilotes, on est d'accord. Un projet d'architecture sans architecte n'existe pas. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut justement sortir au combat. Au combat, je dis, des bonnes manières. C'est pas un combat de jeter des pierres, mais il faut qu'on puisse s'imposer. Parce que sinon, c'est courir derrière toujours comme si on était débiteur de quelque chose. C'est ça, c'est juste ça. Mais sinon, je suis 100% d'accord avec tout ce qui a été dit ici et voilà. Mais je ne sais pas comment faire parce que comme on est tellement isolé, parce que l'ordre des architectes, je suis désolée, mais c'est pas ça qui va nous faire sortir de la misère. Et donc, Il je n'est pas là crois pour que... ça.
Il n'est pas là pour ça non plus. Parce que ça, c'est l'aspect intellectuel de notre métier, l'évolution technique. Et moi, je me souviens quand on commençait sur AutoCAD ici, on était quatre personnes en France à travailler sur AutoCAD. Mais bon, maintenant, et je me souviens aussi la résistance des gens qui disaient le beaux-arts, le papier, les artistes et tout ça. Bon, maintenant, ils ont compris que ça n'a rien à voir, que l'art, et on peut le faire aussi avec l'aide de l'intelligence artificielle. Ça ne change rien du tout. Au contraire, ça nous donne beaucoup plus d'élan. En Et plein cœur, voilà. d'accord avec cet avis, surtout parfois le discours un peu commun, c'est que quand on entend un peu les archives, c'est que oui, les BE, oui, le promoteur, à un moment donné, il faut peut-être s'imposer aussi, mais s'imposer avec l'innovation, avec le rôle central et avec une approche vraiment où on essaie de ramener quelque chose et non pas juste parce qu'on est protégé par la loi sur l'architecture ou parce que la Tout à réglementation fait. Ouais. parce qu'on attend que l'ordre des archives ramène quelque chose. Effectivement, en fait, c'est un acte collectif. Il faut aller innover et avancer de l'avant. Sans Pardon. être naïf ni dupe des outils, il faut quand même aussi avoir du discernement. Je ne sais pas si l'IA et le reste, est-ce que c'est merveilleux ou est-ce que c'est dangereux? C'est vraiment les deux, selon ce qu'on en fait. Et notre rôle, Les c'est deux. autant de s'en servir que d'être très vigilant sur ce qui peut se passer, que ça ne nous ôte pas du devant de la scène, que ça ne nous pique pas notre raison d'être, que ça ne remplace pas les intentions que nous avons et que nous portons. Complètement. Mais excuse-moi, Olivier, mais j'ai quoi quand j'ai fait, par exemple, certains blogs récemment sur LinkedIn et tout ça, moi, ce que je dis, c'est que l'opportunité de devenir des architectes augmentés. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne nous enlève rien du tout. Au contraire, nous donne la possibilité d'être à la tête et de pouvoir piloter beaucoup mieux. C'est tout. C'est ça. Le terme, c'est l'architecture augmentée, effectivement. Voilà. Jacques Alors, souhaite je peux intervenir donner la également. parole à Jacques. Oui. Excuse-moi, Thierry. Non, ça y est, merci beaucoup. Très bien. C'est fini. Merci, Thierry. Merci. Bonsoir à tous. Moi, je suis extrêmement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire, en l'occurrence, le permis de construire, vous l'avez, en tout cas sur ce sujet-là, vous l'avez tous énoncé, c'est de la compétence de l'architecte, de la responsabilité de l'architecte. Donc, il est évident qu'il peut, ou en tout cas à travers l'ordre, je ne sais pas si c'est à travers l'ordre qu'il faut le faire, mais je pense qu'ils seraient les mieux placés s'ils étaient en capacité de le faire. Mais vous êtes donc les mieux concernés aujourd'hui pour déposer les permis et pour savoir de quelle façon on peut les déposer au mieux. Il me semble que, par contre, on peut aussi interroger les élus qui nous représentent, architectes ou non architectes, et qui doivent légiférer. Parce qu'à un moment sans législation, ça sera problématique aussi. D'autant plus qu'avec l'intelligence artificielle, les choses se font tout seuls. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le cas dernièrement d'une personne qui m'a dit oui, mais voilà, le permis, vous me demandez tant de milliers d'euros pour faire un permis. Voilà, je peux le faire moi-même avec l'intelligence et il va me sortir des plans. Je dis ok, allez-y, allez-y. Et puis vous revenez me voir avec le résultat. On verra comment ça va se passer. Donc, la problématique, c'est, comme tu le dis, Jacques, légiférer et cadrer les choses, encore une fois, ça veut dire mettre une contrainte, et dans quelle mesure, et qu'est-ce qu'on va demander dans cette contrainte. Donc, Oui, mais à qui doit-on mettre la contrainte? Parce que si on ne met la contrainte que d'un seul côté, ça n'a aucun intérêt. On parlait tout à l'heure, et d'ailleurs j'ai mis quelques statistiques sur le nombre de communes de moins de 3500 habitants. Ça représente 91% des communes françaises. Donc évidemment, dans des communes comme Toulouse, Paris, Nantes et j'en passe, il y a des environnements d'urbanisme qui sont là et qui s'occupent de gérer les demandes parce qu'ils en ont beaucoup et qu'ils ont les moyens de le faire. Pour les petites entreprises, pour les petites communes ou les communautés de communes, parce qu'à un moment, ça va arriver sur les communautés de communes, probablement. Mais comment on légifère ça ou comment on met en place des plateformes qui sont capables déjà
non plus de simplement capter l'information du permis, mais de la diffuser. Aujourd'hui, il faudrait peut-être se poser cette question-là du côté du législateur en premier lieu. Aujourd'hui, déposer une plateforme en dématérialisé alors que les communes n'ont pas de matériel pour visualiser le matériel dématérialisé, c'est un non-sens. On a suffisamment de moyens aujourd'hui, numériques, hein, j'entends, alors après, financier, c'est un autre sujet, mais on a suffisamment de moyens numériques aujourd'hui et de formats qui nous permettent de le faire. Aujourd'hui, si on regarde le code de l'urbanisme, c'est du PDF, point. Et ça s'arrête là. Et à la rigueur du PNG ou du JPEG, et ça fonctionne à peu près. Mais c'est tout ce qu'on est capable de lire aujourd'hui. Et on le dépose sur des plateformes dématérialisées qui ne sont pas en capacité de produire cette information auprès des personnes qui vont instruire les dossiers. Quand même assez malheureux, quoi. En 2025, à l'époque du numérique. Sur le fait de légiférer, effectivement, je pense qu'il ne faut pas forcément non plus voir ça comme une contrainte. Mais un métier qui fait face à beaucoup d'évolutions de législation, ça a des fois du aussi. La RE 2020, elle a fait du mal, entre guillemets, parce qu'il a fallu s'adapter. Je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas au niveau de décarbonation sur nos bâtis si on n'avait pas eu ces obligations-là. Mais là, je rejoins Terry sur la remarque qu'elle a faite tout à l'heure. L'acculturation est absolument indispensable. Et pardon, mais l'acculturation, à un moment, il va falloir la faire à marche forcée. C'est malheureux, mais on n'a pas le choix. Si on ne veut pas se faire exploser par les autres pays autour de nous, à un moment, le numérique doit être accepté par les Français qui sont réfractaires à beaucoup de choses. C'est clair. Après, c'est dans les deux sens, que ce soit le particulier, enfin la culture de l'architecture et de la compréhension de notre métier et la diffusion. Là aussi, qu'on ait aussi des confrères et des consoeurs qui soient à l'écoute également des problématiques du maître d'ouvrage ou du client qui va avoir en face. Donc, il y a toute une remise en connexion, à mon avis, de tout le système, je pense. Oui, Pascal, ton client, tu peux l'acculturer toi-même, tu peux l'amener au numérique, tu peux lui présenter des plateformes, tu peux lui présenter, mais je te connais en plus, on se connaît très bien, tu peux lui présenter du Twinmotion, tu peux lui présenter tout un tas de choses qui va augmenter sa capacité au numérique. Ça, c'est presque le rôle des architectes, d'être passeurs d'informations. Puisque vous les captez en premier lieu, vous les instruisez et ensuite vous les amenez à autre chose. C'est louable et je pense que c'est une de vos missions. Et combien nous sommes réellement accompagner tout un écosystème et non pas travailler vraiment individuellement, et c'est ça peut-être la difficulté. Thierry, je ne sais pas si tu as une dernière question parce qu'on arrive à la fin. Il y a une dernière question d'Émilie qui demandait où en étaient les bureaux de contrôle par rapport au BIM. Je ne sais pas si pareil, si autour de la table, quelqu'un a des expériences. Bureau de contrôle, enfin tous les bureaux d'études, que ce soit bureau de contrôle ou autre. Alors pour l'instant, ils travaillent qu'avec du DXF, quand on a de la chance, du DWG ou du PDF. Mais il n'y a que quand on travaille avec des majors du BTP sur lesquels on a la possibilité d'avoir de la maquette numérique, où on va avoir des personnes qui ont, dans le cadre de charte BIM ou de convention BIM de convention BIM, qui vont permettre de gérer et de s'organiser. Mais pour l'instant, il n'y a que les gros bureaux qui ont pris le pas. Mais autrement, on va dire 85% du reste du temps, non, ils instruisent pas, ils travaillent pas, ils prennent pas le BIM en place, quoi. Enfin, alors c'est aussi faute de matières premières. Je peux dire un mot sur les bureaux de contrôle. Ils étaient surreprésentés dans les premières années du MSBIM, que ce soit les gros bureaux, Socotec, Veritas, Caliconsult ou des plus petits. On a encore des représentants du bureau de contrôle chaque année ou presque dans l'effectif du MSBIM, aux côtés des architectes, des ingénieurs, des maîtres d'ouvrage, des géomètres, etc. Ils avaient beaucoup d'espoir de se former, de mettre en place des processus pour analyser les projets. Ça rejoint un peu la problématique des permis de construire d'ailleurs, d'analyser un projet au regard de réglementation. Et puis, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils sont plutôt en repli en disant on a très peu de projets en maquette utilisables, donc on le fait à la marge, voire on laisse tomber, parce qu'on n'a pas la matière première.
Mais il y a eu un très fort intérêt de le faire, de construire des outils. Je me souviens, c'était en 2016, je crois, qu'un représentant de Socotec de Montpellier réfléchissait déjà bien avant la mode à l'IA et au machine learning pour analyser des plans et puis voir des éléments. Que d'autres ont développé des plugins pour les archis, pour directement greffer, établir des liens entre les maquettes que nous avons chez nous et leurs outils à eux. Et puis, faute de combattants, faute de maquettes disponibles, le soufflet est retombé. Très bien. Vu l'heure, je suis obligé du coup de clôturer le débat. Je voulais juste dire quelque chose. Merci beaucoup. Merci, un grand merci, parce que moi je pense que ça serait extraordinaire de pouvoir continuer avec cette démarche, même si c'est pas le même sujet, mais parce que je crois que c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver des réponses et trouver des réponses sur nous-mêmes aussi comme architectes. Voilà, merci. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour tes mots. En tout cas, promis, on ne va pas s'arrêter là. On va enchaîner les débats. C'est prévu des tables rondes. Pour les questions juridiques, d'ailleurs, j'en profite parce qu'on est en train de discuter avec BIM4 Legal aussi pour aborder le sujet juridique avec cette notion qui est vraiment très pesante avec les archives. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On est disponible sur LinkedIn. On a une chaîne YouTube aussi. Donc, n'hésitez pas. Je vous mets juste rapidement les canaux disponibles pour BIM Archive. Donc, n'hésitez pas. Et bien sûr, vous pouvez nous envoyer aussi vos questions, vos interactions, nous proposer aussi des débats. Et on n'hésitera pas aussi à animer. En tout cas, merci à tout le monde, notamment aux invités. Avec plaisir. C'est vraiment très intéressant. Olivier, Pascal, Sébastien. C'est Thierry aussi pour l'organisation et l'équipe BIM Archive parce qu'il y a toute une équipe derrière. Nous, on est la partie visible, mais il y a aussi les personnes qui travaillent en silence. Merci et à bientôt. Il y aura le replay aussi qui sera diffusé, donc n'hésitez pas. Et salut Jacques et Émilie. Salut. Bravo à tous. Merci. Merci à tous. Salut.